Vous me l'avez demandé plusieurs fois en commentaire, alors aujourd'hui on y est enfin. On va parler de programmation réactive avec Spring Boot. Oui, ce fameux concept dont tout le monde parle avec des flux et des monos, mais que peu de développeurs maîtrisent vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une API réactive, pourquoi c'est différent d'une approche classique et surtout dans quel cas ça vaut vraiment le coup d'utiliser la programmation réactive. Mais avant de passer à l'implémentation, prenons juste quelques minutes pour comprendre pourquoi la programmation réactive est différente de ce qu'on fait déjà d'habitude avec Spring Boot. Dans une application classique, chaque requête HTTP bloque un thread. Autrement dit, tant que la requête n'a pas fini, que ce soit une requête en base, un appel externe ou une opération lente, le thread reste occupé. Résultat, quand il y a beaucoup de trafic, le serveur doit gérer des centaines de threads et ça consomme énormément de ressources. La programmation réactive fonctionne différemment. Ici, rien n'est bloqué. Les opérations sont asynchrones, basées sur des flux de données qui réagissent quand une donnée arrive au lieu d'attendre qu'elle soit disponible. C'est un peu comme au resto. Dans le modèle classique, chaque serveur s'occupe d'une seule table jusqu'à la fin du repas. Dans le modèle réactif, un serveur peut s'occuper de plusieurs tables en parallèle en réagissant dès qu'une commande est prête ou qu'un client a besoin de lui. Un peu comme dans la vraie vie finalement. Et c'est justement dans ce type de contexte qu'il faut privilégier la programmation réactive. Quand ton application doit gérer un grand nombre de requêtes simultanées, quand tu fais beaucoup d'appels réseau externes ou quand tu veux maximiser les performances sans surcharger ton CPU ou ta RAM. Par contre, pour des applications simples ou à faible charge, la programmation réactive n'apporte pas forcément un gain énorme. C'est vraiment puissant, mais il faut savoir quand et comment l'utiliser. Maintenant que la base est posée, voyons comment tout ça s'implémente sur une application Spring Boot. On va commencer ici par créer un projet. Donc j'ai créé mon projet ici vide, tout simplement dans mon POM. Ici, je vais avoir les dépendances vers Spring Boot uniquement. Alors on va faire de la programmation réactive, donc on va éditer les dépendances pour ajouter toutes celles dont on va avoir besoin. Donc là, dans mes starters, je vais venir ici, je vais taper Reactive. Donc dans Reactive ici, je vais prendre Reactive Web tout simplement pour avoir une API. Donc on est en train de construire une API, donc il nous faut une application web avec le serveur qui va être embarqué. Pour la base de données, ensuite ici, je vais utiliser MongoDB et donc pour ça, je vais prendre Reactive MongoDB. Et ensuite ici, moi je vais tout simplement rajouter Lombok ici pour pouvoir justement gérer le boilerplate. Donc avec ces trois dépendances, je suis OK, je vais valider ici. OK, tout simplement. Maintenant que j'ai édité mes dépendances, donc moi je vais utiliser Docker pour pouvoir avoir ma base de données en local ici pour pas avoir installé MongoDB. Donc ce que je vais faire ici, c'est venir et lancer un conteneur ici pour MongoDB. Donc là, je vais faire Docker up run et je vais prendre ici en mode detach et ici je vais prendre up ici le name, on va mettre ici name, on va appeler ça MongoDB. On va définir le port ici. Alors le port de MongoDB c'est 27017 et je mets deux points ici 27017. Et ensuite ici je vais tout simplement mettre Mongo up. On va mettre ici deux points latest pour le nom de l'image. On va prendre la dernière version de Mongo. Je vais démarrer ici, OK. Donc je vais vérifier que mon conteneur a bien été lancé. Donc je fais Docker ici ps. Hop, et j'ai bien ici mon Mongo latest, j'ai bien mon entry point, et donc là j'ai bien sur le port 27017. Donc ok, j'ai mon instance qui fonctionne en local. Ensuite, il me faut établir la connexion avec mon application. Et il me faut créer une base de données aussi pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais commencer par créer ma base de données ici. Hop, je vais venir sur MongoDB Compass, qui va être un utilitaire qui va me permettre de me connecter à ma base de données locale. Donc là, je vais rajouter ici ma connexion. Ici, je prends la connexion par défaut et je vais faire un connect ici, ok. Et là, je vais avoir du coup tout qui est connecté correctement. Donc j'ai pas mis de mot de passe, rien du tout. Donc tout est vraiment en accès parce que je suis en local. Et ici, je vais juste créer tout simplement ma base de données. Donc je vais l'appeler ProductDB. Et la collection que je vais mettre dedans, je vais appeler ça Products. Et je vais faire tout simplement create database. Donc j'ai ma base de données ici et je vais avoir du coup une collection de produits. C'est celle que je vais lier justement à mon application. Donc je vais revenir ici là-dedans et je vais venir dans mon application YAML pour établir la connexion aussi avec mon application. Donc je vais venir ici app main et donc dans mes ressources ici application YAML, je vais faire Spring, deux points, ici je vais mettre data et dans data je vais prendre Mongo, hop MongoDB. Et donc ici, je vais prendre URI et je vais mettre MongoDB comme ça avec ProductDB. Donc là, ça va me permettre comme ça d'établir ma connexion. Je vais faire mon petit plus ici pour ajouter ma connexion. Alors là, pas de mot de passe, je suis plutôt good. Je vais faire un test connection pour être sûr que ça marche. Alors je vais valider OK comme ça et je fais la connexion parce que j'ai pas de mot de passe. Donc il me dit que ça a été établi avec C, donc je fais apply et je fais OK. Et normalement, si je reviens ici, je vais voir que ma connexion à ma base de données est établie. Ici, il est encore en train de charger, mais normalement là-dedans, il devrait trouver du coup ma collection up. Ma collection de produits, je vais rafraîchir, et donc ici, il va bien trouver ma collection de produits. Donc, je peux maintenant passer à l'implémentation de mon entité produit et pouvoir faire le reste avec le repository, la couche service et le contrôleur. Là, je vais créer du coup, hop, je vais créer une nouvelle ici. Donc, je vais mettre ici dans le package, on va mettre entity, hop, point, on va mettre product. C'est un document MongoDB, donc je vais annoter ici avec document. OK. Et ensuite ici, dedans, je vais mettre la collection qui est concernée, je vais dire c'est la collection product.
Donc là, ça me permet d'établir comme ça le lien entre cette entité et ma collection produits que j'ai créée dans MongoDB. Ici, on va faire simple. Donc, on va mettre ici un private app, ici, string pour l'ID sur MongoDB. On va annoter ça en ID aussi. Hop, ID. Et ensuite, ici, on va tout simplement faire un private app pour le name et un private ici, big decimal pour du coup le price. Donc big decimal price. Là, j'ai du lombok, donc je vais mettre tout simplement ici getter. On va mettre getter ici pour avoir des getters directement. Je vais mettre aussi setter. Je vais prendre le noargs constructor et ici je vais prendre le allargs constructor. Donc maintenant, je vais faire ma couche repository. Donc pareil ici, je vais créer du coup ma Java class. Hop, on va prendre une interface. Donc je vais mettre ça dans repository. Ok, repository. Et si je fais point, je vais mettre tout simplement product repository. J'ai mon product repository ici et je vais faire un extend. Et là, je vais tout simplement utiliser un reactive CRUD repository. Alors, comme je l'ai dit, à chaque fois, il y a des dépendances qui sont réactives et d'autres non réactives. Lorsqu'on fait une API classique, on utilise le CRUD repository. Mais là, comme je fais du réactif, je mets reactive ici. CRUD repository et c'est un petit peu pareil, je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir toutes les méthodes qu'on a dans un CRUD classique. Le save ici va nous retourner un objet mono et c'est là qu'on entre vraiment dans la programmation réactive. Alors un mono c'est quoi? Un mono c'est tout simplement du coup, vous pouvez le voir comme un wrapper qui contient un seul objet. Tandis qu'un flux ça va être du coup un wrapper qui va contenir une collection d'objets. C'est ce qu'il faut comprendre de manière globale. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un save, on va avoir un mono et lorsque par exemple on va faire un find all, on va avoir un flux. Donc je reviens ici et là je peux passer du coup à l'implémentation de mon contrôleur. Je n'ai pas de logique métier, donc je peux directement faire l'injection de dépendance dans mon contrôleur du CRUD repository. Donc je vais venir ici, hop, je vais créer une nouvelle classe et je vais mettre ça dans le package ici, contrôleur, ok, et je mets ici point product contrôleur. Ok, donc j'ai mon contrôleur ici et je vais commencer par annoter en ici rest contrôleur. Hop, je mets mon request mapping, hop, je vais mettre ici API product, ok, et ici pour l'injection de dépendance, je mets require args constructor. Là, je vais injecter du coup le repository, donc je mets private final. Ici, je mets mon product repository. Je vais importer ici mon product repository. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'implémentation des endpoints de CRUD. Donc ici, on va commencer par le get all product. Donc ici, je vais faire tout simplement ici get mapping. Dans mon get mapping, ici, je vais faire public. Donc là, je vais retourner directement un flux ici. Vous allez voir, je ne vais pas faire un response entity, parce que le flux va justement permettre d'être émis au fur et à mesure que les données vont être disponibles. C'est la raison pour laquelle on utilise la programmation réactive, parce que c'est non bloquant et donc ça va être émis au fur et à mesure qu'on va récupérer les informations. Donc ici, je vais prendre un flux de produit, ok, je vais importer ici product, hop, je vais importer flux également, et ici, je vais tout simplement faire get, je vais appeler ça all product. Alors, dans mon get all product, je vais tout simplement faire un return, ici, je vais prendre un find all. Le find all va me permettre de retourner un flux de produits. Donc, pour tester ça, ici, je vais démarrer mon application, et donc là, je vais revenir, là, j'ai pas enregistré d'informations, donc normalement, je dois avoir juste un tableau vide, et je vais donc venir ici, hop, j'ai déjà préparé les requêtes, donc je vais venir dans mon product HTTP ici, et là, je vais faire mon get all product. Donc je vais avoir une réponse 200 ici et j'ai tout simplement un tableau vide. Donc ça c'est ok. On va passer du coup à l'implémentation du post pour pouvoir créer du coup des entités dans notre base de données. Donc ici je vais arrêter mon serveur et je vais revenir ici dans mon product controller. Donc là je vais faire un post mapping ici. Ok. Là je vais faire un public. Et cette fois-ci, je vais retourner un mono. Donc, le mono va me permettre de récupérer un mono de product. Donc, ici, mono de product. OK. Hop, je vais importer aussi mono. OK. Et donc, ici, je vais tout simplement faire ici mon create product. Alors, mon create product, hop, ici, je vais revenir. Dans mon create product ici, je vais tout simplement faire le save de mon product ici. Alors là, je prends un produit et il faut bien que je précise ici que c'est un request body. Donc, request body ici pour mon product. Et normalement, ici, je suis good. Donc, on va passer du coup hop, à l'implémentation du put mapping. Put ici, mapping. Donc, pour mon update ici, je vais prendre ici en paramètre l'ID. Donc, ici, hop, je vais mettre ici, je vais mettre ID. Donc, on va modifier en fonction de l'identifiant. Donc, ici, je fais public, je mets mon mono de product. J'importe product. Et donc là, je vais faire mon update, update ici, product. Alors, dans mon update product, je vais prendre bien sûr le request body et je vais prendre le path variable. Donc, ok, je valide ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est return, return ici, je vais prendre mon product repository. Je vais faire un find by ID pour récupérer déjà en fonction de l'ID. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler mon mono. Sur mon mono, s'il existe, il faudrait que je fasse des opérations. Donc, j'ai la possibilité ici de faire un map ou un flat map. Alors, si je fais un map, ça va me retourner un mono de mono et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais retourner juste un mono à la fin. Donc, je vais utiliser un flat map qui va me permettre du coup de récupérer l'objet, manipuler et à la fin retourner directement la valeur. Donc, pour ça, ici, je vais faire flat map et donc ici, je vais prendre existing. Donc, si l'élément existe,
hop, ici, je vais tout simplement ouvrir mes accolades et là, je vais définir ici, hop, que je set le name à la valeur du produit que j'ai passé, je set le price également à la valeur du nouveau produit que j'ai passé et à la fin, je vais tout simplement sauvegarder ici mon produit. Et on va terminer ici avec notre delete, hop, delete mapping. Et notre delete mapping, c'est pareil, on va prendre l'ID, comme ça, slash, on va mettre ici ID. Et ici, on va prendre notre delete product. Alors, notre delete product, ici, on va voir qu'on va retourner un mono void, tout simplement lorsqu'on n'a pas d'objet. Donc, on prend un void ici. Et donc, ici, on prend le path variable avec l'ID et on fait tout simplement delete by ID qu'on retourne ici. On a quasiment implémenté tous les endpoints d'un CRUD. Il nous manque juste de récupérer en fonction de l'ID. Donc, ici, on va faire hop, un get mapping ici par ID. Hop, et ici, chaque fois, on retourne le monoproduct ici avec du coup le find by ID. Et pareil, on va pas utiliser le response entity parce qu'il faut le voir vraiment comme des streams qu'on va récupérer au fur et à mesure. Donc ce sera lorsque ce sera émis qu'on pourra le consommer directement. Donc ici, je vais donc redémarrer mon application, hop, et revenir ici faire mes requêtes. Maintenant, pour tester notre application ici, j'ai créé un fichier HTTP. Donc ici dans mes requests, j'ai créé un product.htp avec des requêtes déjà préconfiguré. Donc ici vous allez voir il y a le get all. On va commencer par le get all qu'on va lancer. Hop, on va y voir ici un 200, c'est normal, il n'y a rien dedans, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Et donc ici on va essayer de sauvegarder du coup le remote controller avec le prix 15. Donc ici je vais valider. Hop, ici je vais avoir du coup mon identifiant que j'ai généré. Donc je peux maintenant récupérer en fonction de cet identifiant. Je fais mon get product par ID. Hop, là, et du coup si je valide ici j'ai bien mon produit qui correspond du coup à mon remote controller. Maintenant je peux modifier le prix par exemple de mon remote controller. C'est l'appel put qui est défini ici. Donc je vais changer mon identifiant ici pour mettre le bon identifiant. Et donc si je relance ici, hop, ce que je vais avoir du coup, c'est mon nouveau produit ici avec le prix qui est bien 25. Donc si je refais le get à nouveau, ce que je vais avoir ici, c'est tout simplement le 25 ici. Et la suppression finalement, si je veux supprimer cet élément-là, je mets juste son identifiant ici et je fais le delete. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre en place une application réactive. Vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas une grosse différence avec ce qu'on fait lorsqu'on fait un CRUD classique. C'est juste les dépendances qui vont changer et finalement les types de retour. On va plus manipuler les monos et les flux qui vont être des éléments de stream qui vont nous permettre de récupérer les valeurs au fur et à mesure qu'elles vont être émises. Bien sûr, ça ce n'est qu'une introduction à la programmation réactive. Dans un prochain tutoriel, on va aller un peu plus loin, par exemple en mettant en place un système qui va communiquer avec une autre API et voir comment est-ce qu'on va gérer du coup les réponses réactives à ce moment-là, comment est-ce qu'on va voir s'il y a par exemple de la latence. On va pouvoir simuler tout ça. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.